Il y a 80 ans, en septembre 1944, la ville de Dijon était libérée de l'occupation allemande. Je me trouve actuellement place de la Libération et difficile aujourd'hui d'imaginer que ce point central de la ville a un jour porté le nom du maréchal Pétain et a été foulé par les bottes de soldats allemands. À l'occasion des 80 ans de la Libération, c'est dans une ville de Dijon occupée que le bien public vous emmène dans un documentaire inédit. Dans ce premier épisode, vous verrez comment les Allemands ont pris possession de la Cité des Ducs et comment s'est organisée la vie pour les Dijonnais restés sur place. Dijon, en fait, c'est une ville qui est profondément marquée par les conflits du passé, notamment par 1870, où il y a eu beaucoup d'affrontements sur la place du 30 octobre, qui porte son nom aujourd'hui, la place du 30 octobre 1870 et la Légion d'honneur, avec des affrontements rue Janin, tout ce qui est quartier des Antiquaires. Et c'est une ville qui possède beaucoup d'infrastructures militaires de base. Il y a beaucoup de casernes militaires. Et donc, en fait, c'est un lieu parfaitement idéal pour accueillir des troupes. Donc, pour occuper une ville, c'est parfait. Il y a aussi beaucoup d'accès de communication. C'est une ville qui est parfaitement située entre Paris et Lyon, sur un accès routier. Il y a une gare avec des accès ferroviaires importants. Et puis vraiment, pour la suite du conflit, pour la Deuxième Guerre mondiale, on est sur une ville qui est proche de la Suisse, mais aussi de la zone libre. Donc en fait, elle est parfaitement placée. C'est vraiment, il n'y a pas de hasard. Cette ville est très stratégique pour le coup. Concernée par le conflit, la Côte d'Or l'est au moment de la mobilisation générale, en septembre 1939. Le 1er septembre 1939, la France et l'Angleterre vont porter secours, enfin pas tout à fait, à la Pologne qui est attaquée par Hitler, parce qu'ils vont attendre derrière la ligne Maginot, mais sans jamais aller en Pologne combattre. Et c'est la drôle de guerre pendant plusieurs mois. Il faut attendre le printemps 1940 pour que la campagne de France, comme on l'appelle, commence, c'est-à-dire quand les troupes allemande passe par les Pays-Bas, la Belgique et attaque la France. Et véritablement, la Côte d'Or est touchée en juin, début juin 1940. C'est-à-dire que la campagne de France, elle dure 3 semaines. C'est assez rapide, une guerre rapide et claire, comme on a pu le dire, mais totale, importante. Il y a plus de morts qu'on ne le pense. Il y a eu des combats importants. Dans la région en particulier, vous avez un cimetière militaire à Saulieu qui montre l'intensité des combats. On pourrait en citer plein d'autres, mais cette fin mai et ce début juin, c'est véritablement là que la région est touchée par la guerre. Avant l'arrivée de l'armée allemande, la ville de Dijon connaît un exode important. On voit d'abord défiler des populations venues des Pays-Bas, de la Belgique et du nord de la France, mais les Dijonnais aussi finissent par prendre la route. Le maire lui-même, Robert Jardillier, quitte la ville. C'est donc sans difficulté que l'armée allemande avance. Et le 17 juin 1940, les troupes sont là. La SIPO-SD s'installe rue du Docteur Chaussier, tandis que la Kommandantur prend ses quartiers dans l'hôtel La Cloche. Pourquoi La Cloche ? Tout simplement parce que les troupes sont arrivées avec le guide Michelin 1937. Et dans ce guide Michelin, il n'y avait pas seulement les bonnes adresses gastronomiques, mais surtout il y avait les lieux où le téléphone existait déjà, où il y avait des standards téléphoniques et ça évitait de remettre des lignes et de reconstituer des lignes. C'était pensé à l'avance. La population, elle est choquée, c'est l'étrange défaite, comme disait Marc Bloch, c'est-à-dire que elle était préparée à la guerre, la population, avec une propagande qui disait on va gagner, on est plus fort parce qu'on a les Britanniques avec nous, on a notre empire colonial, etc. Donc il y a un effondrement, il y a un choc psychologique qui est important. Il ne faut pas perdre de vue qu'au-delà des villes qui tombent, c'est dans n'importe quel petit village qu'on va voir des Allemands en 1940, à l'été 1940, jusqu'à août, à peu près septembre même, vous avez des troupes allemandes qui arrivent dans des villages. Les villages les plus reculés, on va dire, du Morvan et de l'Aussois voient des troupes allemandes arriver, alors qu'on n'avait pas vu d'envahisseurs depuis 1814. L'occupation allemande, elle se fait non seulement par la Kommandantur, Feldkommandantur, mais l'arrivée de 2 services importants, l'Abwehr, le service de renseignement de la Wehrmacht, qui était présent à Paris et à Dijon,
Donc c'était rue Pasteur à Dijon qui s'était installé. Donc c'était tout le renseignement allemand et ça c'est fondamental et important. Et puis bien sûr arrive plus tard ce qu'on appelle la Gestapo, mais qui est le ZIPO-SD, rue du Docteur Chaussier. Donc tout l'appareil répressif de contrôle, de mise en surveillance du territoire se fait depuis Dijon. Dès le 15 juin 1940, le bien public cesse de paraître, tout comme le courrier de Saône-et-Loire, afin de ne pas passer sous contrôle allemand. Et pour éviter que la rotative passe entre de mauvaises mains, les équipes sabotent la mécanique et cachent les pièces essentielles. À Dijon, dans une ville vidée de nombreux habitants, c'est une nouvelle vie difficile qui se met en place. La population doit notamment affronter de nombreuses restrictions. La guerre change le quotidien de tout le monde. D'abord, beaucoup d'hommes sont faits prisonniers. Comme la France est occupée et a signé les clauses de l'armistice, elle paye des frais d'occupation. Donc tous les jours, il y a des frais d'occupation qui sont payés aux Allemands, qu'ils réinjectent dans l'économie locale en achetant des produits. Il y a tous les enjeux aussi de formes de réquisition, mais qui peuvent être payés à prix fort pour certains. On évoquait le vin tout à l'heure, le négoce a pu profiter largement de ça. Ça, c'est pas un souci. Mais en revanche, face à tout cela, il y a bien sûr un problème. Il y a des réquisitions et donc il y a un rationnement qui se fait, donc un ravitaillement de plus en plus difficile. Et celui qui rend bien compte de cela, c'est Henri Drouot, dans son ouvrage Notes d'un Dijonnais sous l'occupation, collègue universitaire qui va tenir son journal et qui notait en fin de compte tous ces enjeux du système D, comment le rationnement et les réquisitions pesaient sur le quotidien. À certains moments donnés aussi, il évoquait toutes les difficultés pour se chauffer. On avait besoin de bois, voilà, toutes ces logiques. On pense souvent à l'alimentaire, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour, quand l'hiver est rude, enfin tout ça. Et puis, il y a aussi d'autres petites touches dans ces notes d'un Dijonnais, c'est quand il évoque que des fois la ville est silencieuse, parce qu'on manque d'essence. Effectivement, il y a tous les enjeux de retrouver une ville sans bruit. D'autre part, dans ces enjeux de réquisition, de rationnement, de ravitaillement, il y a aussi la circulation. On ne peut pas circuler comme on veut. Il y a des logiques effectivement de laisser passer Ausweis que demandent les Allemands. Il y a aussi les enjeux de ne pas allumer la lumière la nuit pour les avions britanniques, etc. Enfin, il y a on apprend petit à petit des nouveaux codes, il y a une norme qui est faite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loisirs, il y a toujours des cinémas, il y a toujours, et qui sont bien utilisés par la propagande, avec Ciné Actualité. Avant les films, on présente la logique de la propagande et de Vichy et des Allemands. Et puis aussi, le sport existe. Donc on est au cœur aussi d'activités qui peuvent exister, mais elles sont dans une logique de contrôle, dans une logique d'encadrement de la population. Et puis, bien sûr, l'exclusion qu'on évoquait tout à l'heure, des gens qui sont révoqués parce qu'ils étaient juifs, d'autres sont révoqués parce qu'ils étaient francs-maçons, etc., etc. Il y a une chasse aux sorcières véritablement qui a lieu à ce moment-là. Pendant les 2 premières années, on est quand même sur une occupation assez tranquille. Il n'y a pas d'opposition. C'est qu'à partir de 1942 où là les choses vont changer, puisque les mouvements de résistance vont émerger, vont s'affirmer. Là, la répression, elle va prendre une autre tournure. Il y aura beaucoup plus de contrôle, puisque l'armée allemande va chercher à traquer et à démanteler tous les maquis qui sont dans les zones rurales avoisinantes. Et là, pour le coup, la vie prend une autre tournure. On est vraiment sur une vie qui est stressante, oppressante, où la moindre sortie, peut-être la dernière, les contrôles sont récurrents, puisque on n'osera pas, on n'hésitera pas à vous poser des questions pour savoir si vous savez où se trouve tel ou tel maquis. La population juive est évidemment particulièrement visée. Elle fait l'objet d'arrestations individuelles, mais aussi de rafles. En 1944 notamment, environ 90 juifs, hommes, femmes et enfants, résidant à Dijon et ailleurs en Côte d'Or, sont arrêtés et placés à l'école Jules Ferry, actuelle école Paulette-Lévy. Il s'agit de la plus grande rafle perpétrée sur le territoire dijonnais au cours de l'occupation.
Dans les archives, il y a quelques années, j'avais pu retrouver le télégramme du préfet de 1942, du préfet de Dijon, Donati, qui en juillet envoie à tous les sous-préfets de Bourgogne un télégramme de rafler tous les juifs de nationalité étrangère. C'est début juillet 42, avant la rafle du Veldiv. Donc là, on est au cœur aussi d'un processus où Dijon, la Bourgogne et la Côte d'Or, la Bourgogne, pardon, a eu un rôle en avance, parce qu'on avait des fonctionnaires zélés, complètement habités par l'idéologie de la Révolution nationale et de la collaboration, et qui l'ont mise en œuvre. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des formes de solidarité, de résistance dans la population, mais en même temps, il y a une peur constante, parce qu'à tout moment, on peut être arrêté, déporté, fusillé. N'oublions pas que le stand de Montmusard à Dijon est un haut lieu où on a exécuté des résistants, des patriotes. Donc on est au cœur véritablement aussi de la peur de la répression. Et avec une police qui est tenue d'une main de fer par le commissaire Marsac, qui a un rôle fondamental, qui applique totalement les enjeux des accords Bousquet-Auberg entre la police française et les polices allemandes. Donc disons qu'il y a des gestes de solidarité, mais ils sont peu nombreux. Et puis surtout, les gens vivent dans la peur, vivent dans la contrainte. On est au cœur d'un processus de répression. La tenue de travail, la tenue de tous les jours, c'est la tenue du résistant. Et je tiens dans les mains un peu l'arme emblématique de la résistance, donc c'est la Sten. C'est un pistolet mitrailleur anglais, emblématique de la résistance pour la simple et bonne raison qu'elle a été parachutée en millions d'exemplaires.